Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session du Printemps de l'économie consacrée à l'attractivité du métier enseignant. Alors un métier qu'on a souvent surnommé le plus beau métier du monde, mais qui se heurte actuellement à quelques difficultés de recrutement. Alors régulièrement dans la presse, en fin d'année scolaire, paraissent les chiffres des résultats de concours des métiers enseignants. Alors si on regarde à la session 2024, il y avait 3200 postes non pourvus à peu près. On se reporte une année avant, plus de 2700 postes non pourvus. Session 2022, plus de 4000 postes non pourvus. On voit qu'il y a quelque chose qui se met en place assez régulièrement sur une forme de désaffection. En parallèle, on entend aussi souvent parler des questions de salaire, de difficultés du métier. Et pourtant, c'est une profession qui garde un sens fort, axé autour de la transmission. Et dans un contexte où les jeunes cherchent aussi des valeurs. Donc qu'est-ce qui crée ce blocage, qu'est-ce qui crée ce problème d'attractivité? On va en discuter avec nos 4 intervenants. Donc nous sommes aujourd'hui avec Johanna Barras de France Stratégie. Bonjour, vous avez travaillé sur un gros rapport autour de cette attractivité du métier enseignant parmi les métiers de la fonction publique. Vous allez nous en parler. À votre gauche, Géraldine Farr. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université de Bourgogne. Vous avez beaucoup exploré toutes ces questions de salaire, de recrutement enseignant, et on va voir avec vous ce que nous en dit la recherche. À votre gauche, Bernadette Groison. Alors vous connaissez bien le métier. Là, vous représentez aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental, avec lequel vous explorez aussi toutes ces questions autour du métier. Et à votre gauche, enfin, Pierre Perrier. Alors vous, comme Géraldine, vous avez d'ailleurs déjà travaillé ensemble tous les deux, vous êtes du côté de la recherche et vous vous êtes penchés. Alors d'abord, il y a un rapport que vous avez déjà fait paraître il y a 10 ans sur le CNESCO qui posait ces questions-là déjà. Donc on voit que ça s'inscrit dans le temps. Et vous allez nous aider à comprendre la dimension structurelle de cette crise. Alors on commence d'abord avec vous, Bernadette Groison. On va déjà prendre la question de manière plus générale sur l'image du métier, l'attractivité du métier. Pourquoi faire un tel focus sur ce métier? Alors on comprend bien, s'il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez d'enseignants recrutés à mettre en face des classes autour des élèves, mais il y a aussi la question du bien-être enseignant. Pourquoi se préoccuper du bien-être de ce métier? Quel est le lien avec la qualité de l'éducation qu'on offre à tous? Vous avez travaillé sur les inégalités scolaires, et je crois que vous voyez qu'il y a bien un lien entre les deux. Je vous laisse nous expliquer. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, il y a bien sûr un lien entre la mission qui est celle des enseignants, qui est d'enseigner, de transmettre des savoirs et de permettre l'éducation de tous les jeunes, et évidemment le métier d'enseignant. Nous avons effectivement fait récemment un rapport réussite à l'école, réussite de l'école, qui traite de la question des inégalités scolaires, puisque notre système éducatif est très inégalitaire. Ce n'est pas uniquement le CESE qui le dit, mais tous les rapports. Si on prend l'OCDE nous dit qu'à pays équivalent, le niveau moyen des élèves est comparable, mais cela cache d'énormes disparités. Et nous sommes le pays où les inégalités, où les écarts entre ceux qui réussissent le mieux et ceux qui réussissent le moins sont les plus forts. Et nous sommes le pays où ces inégalités scolaires sont le plus corrélées aux inégalités sociales. Ce qui fait dire à PISA que la France est le pays qui réussit le mieux aux élèves les plus favorisés. Évidemment que cela joue sur le métier d'enseignant. Tout d'abord, ça le met en tension et en difficulté. On y reviendra sur la manière de faire le métier, sur la commande qui est celle de l'institution, de la nation, et sur le résultat qui n'est pas celui espéré de la réussite, promesse républicaine faite à tous les jeunes. Et bien sûr, cela rend le métier difficile et cela participe de la difficulté à rendre ce métier attractif. Ce n'est pas la seule raison, nous en évoquerons d'autres, mais cela évidemment c'est effectivement le CNESCO qui avait sorti, mais vous en parlerez, le CNESCO qui avait sorti le rapport en 2016 qui dit, le CNESCO, qui dit que le métier séduit toujours, mais qu'il est beaucoup moins attractif qu'auparavant. Je crois que c'était en 2016 et nous en sommes effectivement toujours là. Et pourtant,
Et pourtant, pour permettre à l'éducation nationale, pour permettre à la société de produire de la réussite, ce qui est nécessaire, je le dis rapidement au passage, à la fois pour chaque jeune, d'où notre titre réussite à l'école. Évidemment, c'est une promesse républicaine que de pouvoir choisir son parcours scolaire et participer ainsi de son parcours personnel, mais c'est aussi important pour la société. Nous traitons dans cet hémicycle de nombre de sujets, que ce soit sur l'environnement, sur l'économie, sur la santé, où nous voyons bien le besoin en termes de compétences, de qualification et d'éducation nécessaires aujourd'hui à notre pays. Et donc, ce qui fait dire à l'OCDE, et je termine par ce petit rapport, enfin par ce rapport important et par cette petite phrase très importante de l'OCDE, qui nous rappelle que les systèmes éducatifs qui réussissent le plus sont ceux qui ont mis le paquet, qui ont travaillé sur la qualité des enseignants. D'où notre préoccupation au CESE de dire il y a aujourd'hui une crise du métier enseignant et il faut ouvrir cette boîte et regarder comment nous devons rendre plus attractif, plus accessible, meilleur aussi l'exercice du métier des enseignants. C'est fondamental pour que nous puissions remplir notre mission éducative qui est la nôtre. Oui, donc bien traiter les enseignants, c'est offrir plus d'opportunités aux élèves. Votre rapport, il est accessible en ligne. Oui. Il y a la synthèse. On peut aussi accéder au rapport. Voilà. Pour ceux qui veulent creuser plus la question. Alors, les concours enseignants peinent à faire le plein, mais c'est une crise qui s'inscrit dans une crise globale de la fonction publique. Johanna Barras, ce n'est pas la seule fonction qui peine à recruter. Alors qu'est-ce qui se joue? Quelles sont les différences avec les autres métiers? Quelles sont les spécificités? Alors, Bernadette Groison nous a rappelé pourquoi la question était fondamentale. Ce qui se joue dans la difficulté à recruter des enseignants, et plus généralement à recruter des fonctionnaires, c'est la capacité du service public à remplir ses missions. On a parlé des missions éducatives, mais c'est une question qui se pose au-delà, aujourd'hui, des rangs de la seule école. Alors, de quoi on parle? Vous avez rappelé en introduction qu'on avait du mal à recruter des enseignants et qu'on le voyait en particulier à travers la question des concours qui font plus le plein. On n'a pas suffisamment de candidats aujourd'hui au concours de l'enseignement. On y reviendra plus longuement. Mais l'attractivité, ça n'est pas que ça. L'attractivité, c'est en fait tous les facteurs, tous les éléments qui font qu'on a envie ou qu'on n'a pas envie de rejoindre une carrière, de rentrer dans un métier, mais aussi qu'on a envie d'y rester. Et de ce point de vue-là, on a énormément d'indicateurs aujourd'hui qui sont au rouge, à la fois, encore une fois, du côté du recrutement, mais aussi, encore une fois, pas seulement dans l'éducation, à la sortie, avec des démissions qui se multiplient, des démissions directes, sèches, mais aussi des mises en retrait des fonctionnaires, avec la multiplication des disponibilités ou des détachements, ou tout simplement des formes de grève du zèle aussi qui peuvent se produire. Donc quand on parle de crise d'attractivité, on parle de tout ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un sujet très important pour l'enseignement, mais qu'on va retrouver dans l'ensemble de la fonction publique, et plus exactement dans les 3 versants de la fonction publique. Alors je ne sais pas si c'est des notions qui sont familières pour tout le monde ici, mais quand on parle des 3 versants de la fonction publique, on parle de la fonction publique d'État, dans laquelle il y a les enseignants, on parle aussi de la fonction publique hospitalière, et aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez vu dans les médias, vous en avez entendu parler, on a aussi beaucoup de difficultés à recruter et à maintenir à l'hôpital des soignants, des aides-soignantes, des infirmières, aussi des médecins. Mais on parle aussi de la fonction publique territoriale, et donc on va parler aussi bien de la question de la police municipale que des agents d'entretien aujourd'hui qui manquent dans la fonction publique. Et donc on a des facteurs forcément communs à l'ensemble de ces métiers qui sont très différents les uns des autres, mais qui tous vont rencontrer des difficultés à la fois en termes de rémunération, de conditions de travail, de sens au travail, qui sont communs à l'ensemble de la fonction publique. D'accord. Alors, il y a des métiers qui ont vraiment les mêmes difficultés que les métiers enseignants, si vous deviez en citer un ou deux, enfin, qui se heurtent vraiment au même problème. Je viens d'en citer quelques-uns. Non, mais qui sont vraiment, pour lesquels les facteurs sont les mêmes. Alors, les facteurs sont jamais les mêmes, puisque toutes les difficultés s'inscrivent non seulement pas seulement dans le statut des fonctionnaires, mais dans la réalité de leur métier. Toutes les questions dont on va parler maintenant, les questions de reconnaissance, les questions de conditions de travail, elles sont forcément liées à
au métier lui-même et aux spécificités du métier lui-même. Mais donc, je vais prendre un exemple de situations qui sont citées à la fois par les personnels et par les gens qui pourraient vouloir rejoindre ces métiers comme des difficultés particulières. C'est celle du rapport au public, par exemple. Alors le rapport au public, ça veut dire autre chose pour un soignant et pour un professeur. Pour un professeur, ça va être ses élèves, ça va être les parents d'élèves. Pour un soignant, ça va être ses patients. Tout ça se noue dans des contextes professionnels qui sont très différents. Mais par contre, tous disent aujourd'hui que les tensions avec le public, la question d'agressivité avec le public, elles se multiplient, elles deviennent de plus en plus difficiles. Et tous, soignants comme enseignants, vont dire que de ce point de vue-là, ils se sentent insuffisamment soutenus par leur hiérarchie, qu'elle soit celle de l'hôpital, par exemple, ou par la hiérarchie de l'éducation nationale. Non, merci pour cet exemple. C'est vrai que ça permet de voir qu'il y a des analogies d'un métier à l'autre, que ce n'est pas un métier isolé au cœur de la fonction publique d'État, voilà, que ces questions se posent sur le terrain, parfois dans les mêmes termes. Pierre Perrier, alors voilà, ça a été dit à plusieurs reprises, vous avez mené ce rapport il y a 10 ans qui pointait différents facteurs qui persiste aujourd'hui. Vous dites que cette question de problème de recrutement, elle s'est déjà posée à différentes reprises, mais qu'aujourd'hui on est à un tournant, qu'on peut qualifier cette crise de structurelle, alors qu'auparavant, voilà, il y avait toujours des moyens de faire repartir la machine en quelque sorte. Qu'est-ce qui se joue là véritablement ? Oui, alors en 2016, lorsque j'ai publié le rapport donc, en collaboration avec le CNESCO dans sa première formule, l'enquête montrait effectivement des difficultés très sérieuses de recrutement, alors très inégales selon les académies, très inégales selon les disciplines, très inégales selon les concours. Si on passe l'agrégation de philosophie, voilà, on n'a pas tout à fait la même chance que si on passe le concours de professeur des écoles dans l'académie de Créteil ou Versailles. 10% de chance de succès d'un côté, 65, 70 de l'autre. Vous voyez, donc il faut quand même avoir à l'esprit ces variations dans la crise qui est aussi très territorialisée. Je crois que c'est un point important par rapport à la question des inégalités. Mais sur le diagnostic des années 2010, on va dire, on pouvait s'interroger sur finalement ce qui était le plus déterminant. Est-ce que c'était lié à une conjoncture, donc une crise conjoncturelle et temporaire qui reposait sur une inadéquation entre les effectifs de candidats et le nombre de postes à pourvoir. Donc de fait, cette crise, elle était bien là, mais elle pouvait être liée à un contexte tout à fait particulier qui est celui de la recréation d'environ 60 000 postes d'enseignants sur les années 2012-2017. Donc, je dirais que dans les conclusions qu'on pouvait dégager dans les années 2010, on était un peu au milieu du gué. Moi, je me suis interrogé avec d'autres, bien sûr, sur finalement, est-ce que c'est une crise de métier ou est-ce que c'est une crise conjoncturelle, comme le système éducatif français en a déjà connu. Il faut rappeler que dans les années 60, en raison de la massification du secondaire avec le point d'orgue du collège unique, il a fallu recruter en masse. Donc, il n'y a pas eu assez d'enseignants pendant de longues années pour pourvoir l'ensemble des postes dans des bonnes conditions. Les changements dans la réforme de la formation des enseignants, les UFM dans les années 90, la masterisation dans les années plus récentes avec un concours qui est passé de année 1 en année 2, créent des périodes creuses, c'est-à-dire des périodes où il n'y a pas assez de candidats par rapport à un pic de recrutement. Et d'ailleurs, il faut aussi préciser qu'après, il faut un certain temps avant que le nombre de candidats descende, alors que le nombre de postes a, lui, déjà sensiblement fléchi. Donc on était dans une crise qu'on peut qualifier de conjoncturelle, en ce sens qu'effectivement, il y avait un problème, on va dire, numérique pour combler l'ensemble des postes. Il me semble qu'à partir des années, fin des années 2010 et les années dans lesquelles nous sommes, donc, on est sur une crise structurelle. Alors, ça veut dire quoi ce changement de sémantique ? Eh bien, ça veut dire que le métier lui-même est questionné, le métier lui-même souffre d'un certain nombre aujourd'hui de handicaps, donc ne fait plus rêver peut-être comme il a pu le faire à une certaine période. Et je dirais que finalement, la problématique de recrutement, elle s'emboîte dans une problématique d'attractivité.
Vous voyez, ce n'est pas simplement une question de poste, c'est une question de désirabilité en quelque sorte du métier d'enseignant sur le marché des métiers. Tout ça se joue aussi dans une conjoncture où le niveau de qualification est désormais porté, comme vous le savez, à Bac+5 et que donc, quand on raisonne avec d'autres métiers en termes de rémunération, de statut, de considération, à Bac+5, on peut avoir des doutes sur l'intérêt d'aller vers le métier d'enseignant. Donc voilà un peu la situation. Et lorsque je dis juste un mot que c'est structurel, ça veut dire qu'en fait c'est multidimensionnel et donc que ça atteint le métier dans son statut, dans sa reconnaissance, dans ses conditions d'exercice. Voyez, donc ça veut dire que c'est le métier lui-même qui est touché, qui est concerné par cette désaffection, c'est pas juste un manque de candidats par rapport à une situation où tout à coup on a besoin de recruter plus. Voilà. Alors, sachant que le métier reste quand même, finalement, c'est un peu le paradoxe et les ambivalences avec lesquelles il faut raisonner, reste un métier attractif, puisqu'on voit bien qu'il y a, on en parlera peut-être après, des publics qui sont toujours intéressés pour aller vers le métier d'enseignant. Je donne juste un exemple. Les personnes en reconversion professionnelle sont plus nombreuses aujourd'hui à aller vers le métier d'enseignant qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc, c'est aussi intéressant d'aller regarder dans les marges de cette problématique de recrutement pour se rendre compte que le métier peut rester attractif pour des populations qui s'y destinaient moins auparavant. Parce que c'est vrai que par rapport à cette attractivité, on peut parler aussi des reportages qui sont nombreux sur les publics qui se reconvertissent vers le métier d'enseignant à 40 ans, 50 ans, qui ont exercé un autre métier et qui veulent changer de carrière, justement aller vers plus de sens. On va peut-être faire un petit focus plus large au niveau de l'international et du niveau européen avec vous, Géraldine Farge, parce que c'est vrai que c'est un peu un refrain qui revient régulièrement en France, cette question du manque de candidats au concours, mais en fait cette pénurie, on en entend parler ailleurs, on en entend parler au Royaume-Uni, on en entend parler un peu en Allemagne. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les conditions sont les mêmes? Là je vais vous poser la même question qu'à Johanna, mais dans le contexte européen, qu'est-ce qu'on voit comme similitude, qu'est-ce qu'on voit comme différence? Oui, les questions de pénurie d'enseignants sont quasiment généralisées au niveau de l'Union européenne. C'est un rapport d'Eurydice de 2021 qui rappelait qui pointait que sur 35 systèmes éducatifs, seulement 5 ne faisaient pas état de manque d'enseignants. Alors ça rejoint, il y a un point qui rejoint ce que Pierre Perrier a dit. Juste quels sont les 5 qui ne... Enfin, un exemple. Oui, de mémoire, la Roumanie, excusez-moi, j'ai mes notes. Non, mais Malte, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Bosnie-Herzégovine, pas du tout la Roumanie. Voilà, d'accord. Merci. Voilà, donc ça date de 2021, il y a quand même beaucoup de mouvements parce qu'il y a des dynamiques démographiques derrière tout ça. Je vais revenir sur les différents facteurs qui peuvent expliquer, mais parmi ces facteurs, il y a des dynamiques démographiques et notamment le vieillissement des enseignants. Donc ça peut changer. Là, le rapport de 2021, c'était 2021, il y a des années qui sont passées depuis. Donc tout ça est à reconsidérer régulièrement. Parmi les autres facteurs à mettre en évidence, ça interroge ce côté généralisé. Et c'est vrai que, vu de notre point de vue français, où la situation est vraiment problématique, on se dit, mais pourquoi les facteurs nationaux, on a l'impression de bien les connaître, mais alors si tout le monde est concerné, est-ce que finalement on peut faire quelque chose en France là-dessus? Il y a un certain nombre de problématiques qui sont communes. Pierre Perrier en a un petit peu parlé. Au niveau des systèmes éducatifs européens, on a assisté ces dernières années à une élévation du niveau d'études moyen attendu des enseignants. La plupart des systèmes éducatifs recrutent des enseignants avec un niveau au minimum correspondant à une licence universitaire. Il y en a qui recrutent avec un niveau master. La France se distingue parce qu'elle recrute tous les enseignants de la maternelle à la fin de la terminale avec un niveau master, mais c'est pas recruter des enseignants au niveau master, c'est quand même assez fréquent du point de vue international. Juste, je me permets, juste par rapport à cette question du niveau de recrutement, on n'a pas situé à quel moment le changement était intervenu. Enfin, c'est vrai qu'il y a peut-être 30 ans, on pouvait devenir enseignant dans le premier degré, il y avait un recrutement au niveau bac. Ça a monté au niveau licence et aujourd'hui les concours sont au niveau master, donc pour tous les niveaux d'enseignement, c'est bien ça? Voilà. Depuis 2011, tous les enseignants doivent être titulaires d'un niveau master pour pouvoir être titularisés comme enseignants.
Il y a énormément de débats là-dessus, on n'aura peut-être pas l'occasion, le temps d'en parler, mais voilà. Mais alors, il faut bien se représenter qu'on attend aujourd'hui des enseignants de plus en plus d'études et que cette tendance, elle est assez commune, même si le niveau d'études le plus élevé des enseignants varie en fonction des contextes internationaux. Et il y a aussi un autre facteur qui est important à prendre en compte, c'est que au niveau européen, ce ne sont pas toujours toutes les disciplines qui sont concernées. Il y a des systèmes éducatifs européens où on manque avant tout d'enseignants dans les disciplines scientifiques et les mathématiques, ce qu'on va retrouver en France aussi. Et puis, il y a des pays européens où on va trouver, des systèmes éducatifs européens où on va manquer d'enseignants dans toutes les disciplines. Donc, bien sûr, qu'est-ce que ça nous invite à considérer? C'est ce qui se passe sur le marché du travail pour les diplômés des disciplines universitaires. Est-ce que les métiers de l'enseignement peuvent être mis en concurrence avec d'autres débouchés professionnels qui seraient plus rémunérateurs ou qui proposeraient des conditions de travail plus favorables? Ça fait partie des hypothèses qui, dans un assez grand nombre de systèmes éducatifs, sont explicatives des pénuries d'enseignants, puisque quand on regarde, je crois que c'est l'OCDE qui l'a fait, quand on compare le salaire effectif moyen des enseignants avec le salaire effectif moyen des diplômés universitaires dans différents contextes éducatifs, on se rend compte qu'il y a très peu de pays, il y a l'Allemagne et la Finlande, où les enseignants gagnent plus que les autres travailleurs, les autres salariés qui sont dans d'autres secteurs d'emploi, mais qui sont aussi diplômés de l'université, de l'enseignement supérieur. La France est un pays où les salaires des enseignants sont particulièrement bas. Particulièrement bas par rapport aux autres, et surtout, alors pas forcément depuis quelques temps, pas forcément en début de carrière, parce qu'il y a eu des revalorisations en début de carrière, mais si on regarde l'ensemble de la carrière, les enseignants français sont clairement mal payés par rapport à d'autres actifs. Ce que vos travaux montrent aussi, c'est qu'avec un niveau de salaire plus élevé, d'autres pays connaissent quand même des difficultés de recrutement. Oui, alors le niveau de salaire, ça ne fait pas tout, parce que si on prend l'exemple de l'Allemagne, qui ressort souvent, parce que l'Allemagne, au niveau de l'Europe, c'est un pays où les salaires des enseignants sont particulièrement élevés, pour un métier d'enseignant qui, certes, est un petit peu différent, mais qui... sur le fond, reste le même, la relation aux élèves, la transmission de connaissances. Il y a peut-être un petit peu plus de tâches dans l'établissement en Allemagne, mais de là à justifier de telles différences de salaire, c'est pas clairement le cœur du métier qui peut l'expliquer. Pardon, j'ai oublié la question. Non, c'était par rapport à la question de jouer sur les salaires. Est-ce que c'est ça qui peut relancer Alors voilà, donc en Allemagne, il y a aussi des manques d'enseignants. Les pénuries d'enseignants sont aussi présentes en Allemagne, ce qui montre que payer les enseignants, pour vous donner une idée, je crois qu'un enseignant du secondaire en Allemagne, c'est 60 000 euros par an. Pour comparer par rapport à un enseignant en France, en France, c'est aux alentours de 30 000 euros, je crois. Voilà, la différence est quand même... 28 000, 29 000 de mémoire. Voilà. D'accord. Donc, il y a une différence qui est notable, mais ça n'empêche pas l'Allemagne d'avoir des problèmes de recrutement. Ouais, donc, la Suisse aussi a des problèmes de recrutement. Et alors dans ces pays, qu'est-ce qu'on pointe? Les conditions de travail des enseignants qui se sont dégradées, alourdies, et sur un certain nombre de points, le métier d'enseignant est confronté actuellement à des pertes d'autonomie importantes. D'accord. Donc ce qu'on voit en fait dans ce que vous dites, c'est qu'il y a différents niveaux. Il y a les conditions d'exercice, il y a l'image, il y a aussi le salaire. Et ça, c'est un point sur lequel vous travaillez, Bernadette Groison, sur le fait que différents leviers s'imbriquent et que les leviers sur lesquels on agissait précédemment ne sont plus les mêmes. Alors expliquez-nous un peu comment tout ça se joue et pourquoi on ne peut plus actuellement activer un levier qui suffirait, comme dans les années 60, etc., comme l'a dit Pierre Perrier, à faire redémarrer les choses. Oui, c'est le constat qu'on a fait lorsque nous avons travaillé à notre rapport et notre avis. Il n'y a pas un seul levier à actionner pour réenclencher une meilleure attractivité du métier d'enseignant. Moi, je dirais qu'il y a à peu près deux ordres de leviers. Il y a un premier levier qui n'est pas facile à actionner et qui ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. C'est une réflexion à avoir aujourd'hui sur ce qu'on attend de l'école dans une société qui a beaucoup évolué depuis
Alors, ça dépend d'où on repart, hein, mais bon, elle a de toute façon beaucoup évolué, beaucoup plus de citoyens et citoyennes qui sont eux-mêmes diplômés, un Français sur 2 en moyenne, et c'est une très bonne chose, d'ailleurs une des réussites de l'école, mais du coup qui change le rapport à l'école, qui change les attentes sur l'école, qui change aussi très certainement la place des savoirs dans notre société, et les enseignants sentent bien qu'ils ne sont plus, il n'y a pas eu d'âge d'or des enseignants, mais en tout cas ils sentent bien qu'ils n'ont plus le même statut social aujourd'hui dans la société qu'il y a quelques années en arrière. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on est depuis quelques années dans une sorte de zapping, de réformes, de mesures qui se succèdent avec des injonctions contradictoires. Bref, aujourd'hui, la société, la nation n'est pas très claire sur ce qu'elle demande à l'école. Et en même temps, elle lui demande beaucoup de choses. Dès qu'il y a un problème, l'école doit faire. Tout ça met vraiment en tension le métier d'enseignant, et d'où notre préconisation numéro 1 au CESE, où nous appelons à un débat démocratique sur les finalités de l'école, pour repositionner le métier d'enseignant et leur redonner un statut social clair, respecté, valorisé. Il faut déjà être clair sur ce que l'on attend de l'école pour ne plus être contesté et critiqué au sens propre du terme de manière trop fréquente, et à être seul en première ligne comme enseignant à répondre à des questions qui dépendent de la nation. Donc ça, c'est le premier registre, il est compliqué, il demande du temps, mais il faudra le traiter un jour si on veut aussi aider le métier d'enseignant à être reconnu. Après, il y a de ce qui est le deuxième axe de levier, il est effectivement sur ce qu'on a commencé à discuter, beaucoup plus structurel. Il y a la question des salaires inférieurs de 15% à la moyenne des autres pays de l'OCDE, même si effectivement cela ne fait pas tout, ça joue. Ça joue sur l'image du métier, et donc à qualification égale. Il y a tellement d'autres secteurs qui recrutent un niveau master à des niveaux bien plus de salaire, bien plus avantageux, qu'on a une perte de... Voilà. Et donc il faut travailler sur le vivier, et comment on rend un vivier, on élargit le vivier. Vous parliez des académies Versailles, Créteil, on peut ajouter Guyane, Mayotte. On a un problème de vivier à un moment. Donc il faut pouvoir élargir ce vivier. L'augmentation des salaires doit permettre cela, et d'ailleurs évidemment on a une préconisation sur le sujet. Après, il y a les conditions même d'exercice du métier. Et d'ailleurs, beaucoup de reportages sur les métiers d'enseignants montrent un métier effectivement difficile à exercer aujourd'hui. Oui, toutes ces questions de discipline. Il a toujours été. Voilà. Alors, il y a les questions effectivement parfois de violence, de civilité, en tout cas où on montre que ce n'est pas si facile d'enseigner, qu'il y a des publics hétérogènes, qu'il y a des situations différentes, et c'est normal, c'est la réalité de la société et des publics scolaires, et qu'on a des enseignants qui sont bien seuls face à ça. Pas suffisamment formés, je pense qu'on y reviendra, pas toujours suffisamment accompagnés, avec des relations aux jeunes et aux parents, aux familles sur lesquelles ils n'ont pas toujours beaucoup de formation, etc. Un manque de temps, beaucoup de travail qui se fait par les enseignants, que ce soit par exemple du travail en équipe, que ce soit la relation aux familles. Toutes ces choses-là se font en plus, donc une charge de travail importante. La DEP avait mesuré il y a quelques années qu'en gros, une semaine d'enseignant, c'est 42 heures ou 43 heures de travail. Donc cette image de l'enseignant qui vient faire ses heures et qui s'en va et c'est fini, évidemment, tout le monde se rend bien compte que ce n'est pas ça, et qu'on est sur un métier difficile. Donc, il y a tout un ensemble de travail, donc salaire, conditions de travail, formation, accompagnement, sont évidemment tous ces leviers qu'il faut effectivement actionner pour donner une image différente du métier, et pour aussi rendre la réalité du métier d'enseignant différente aujourd'hui. Oui, parce que c'est ce que vous disiez, enfin, ils sont en première ligne par rapport aux changements. Il y a tous les changements sociétaux d'évolution de la massification, il y a aussi ces changements technologiques. On voit qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de questionnements sur la manière dont on évalue les élèves, et donc les attentes de la société par rapport à l'école, ce que vous disiez. Donc pour jouer au niveau de tous ces leviers, ça vous en parliez aussi, Johanna Barras, à France Stratégie, on peut revenir sur la question territoriale qui a été pointée aussi avec Pierre Perrier, enfin, qu'il y a des différences, voilà, dans les niveaux de recrutement. Vous parliez aussi de ce système d'affectation des enseignants qui fait que, voilà, avec les manques, le problème de recrutement, il peut y avoir une forme d'inertie et aussi de difficulté à bouger d'une académie à l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un point que vous souhaitez éclairer dans tous les facteurs que Bernadette Croison là a mis en avant ?
Je sens que vous souhaitez partir sur autre chose, mais dites-moi. Non, on pourra revenir sur la question de l'affectation et des mutations. C'est un point crucial dans les conditions d'exercice du métier et les questions d'attractivité. J'en dis un mot, mais je voudrais après élargir un petit peu le propos. Un mot très rapide, vous le savez, les enseignants sont des fonctionnaires dont l'affectation est contrainte. Plus que d'autres métiers, on peut les comparer à cet égard aux policiers, par exemple, qui rencontrent d'ailleurs les mêmes difficultés de ce point de vue. Et comme Pierre le disait tout à l'heure, la question de l'attractivité, elle est territoriale. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes difficultés dans l'académie de Créteil, par exemple, ou de Versailles, des Franciliennes, par exemple, que dans les académies du littoral, qui attirent beaucoup plus de monde et dans lesquelles on a beaucoup moins de difficultés à recruter des enseignants du premier degré, parce que eux sont recrutés par académie et pas au niveau national. Donc au premier degré, le recrutement se fait par académie. Ensuite, c'est au niveau national pour le second degré. C'est bien ça. Mais ces inégalités, elles ont en fait un impact sur l'attractivité en général, puisque la peur, la crainte pour des étudiants qui voudraient rentrer dans ce métier, d'être affectés dans ces académies dans lesquelles ils ne veulent pas nécessairement aller, peut avoir un impact sur leur choix d'aller jusqu'au concours ou pas. Et de ce point de vue-là, il y a un phénomène qui est important d'avoir en tête, c'est que la pénurie engendre la pénurie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il y a une académie, quand il y a des territoires qui ont beaucoup de mal à recruter, ils ne laissent pas non plus partir leurs enseignants. On ne va pas rentrer dans la manière technique dont se font les affectations et les mutations. Mais voilà, pour partir, pour muter, pour aller là où on veut aller, il faut avoir un certain nombre de points. Et plus les postes sont rares, plus il faut avoir de points. Donc voilà, donc c'était tout simplement juste pour rappeler rapidement que plus les difficultés de recrutement, plus les difficultés d'attractivité sont importantes, plus c'est difficile de bouger, et moins le métier devient attractif de fait. On a l'impression qu'on n'est plus maître un peu de sa carrière, enfin il y a une souplesse qui va manquer. Exactement, voilà. Mais c'était un point particulier. Moi je voulais surtout revenir sur la question de la reconnaissance de manière beaucoup plus... un peu plus large. Revenir après. Mais c'est vrai que là le temps file en fait, donc allez-y maintenant. Voilà. Non, allez-y maintenant, justement. Non, juste parce que je pense que c'est un point plus générique et vraiment fondamental. Juste pour souligner un point qui me paraît essentiel, qui est que les enseignants français sont parmi les enseignants d'Europe qui s'estiment le moins valorisés dans la société. Il y a seulement 7% des enseignants français qui pensent qu'ils sont appréciés par la société. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas vrai. En tout cas, quand on demande aux Français, dans les sondages d'opinion, dans les enquêtes, quelle est leur image de la profession, elle est assez bonne. Elle est assez bonne globalement. Il y a plus de 2/3, 3/4 des Français qui ont une bonne image des enseignants, qui pensent qu'ils sont compétents, qui pensent qu'ils sont engagés, qui pensent qu'ils se soucient de leurs élèves. Et donc cet écart, il est intéressant à creuser. Parce que quand on demande, dans des enquêtes plus qualitatives, quand on demande aux gens d'expliquer cette image, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent c'est un problème de discours médiatique, c'est un problème de discours politique, ce qu'on appelle le prof bashing ou le fonctionnaire bashing. Et ça a un impact très fort sur l'attractivité. C'est-à-dire qu'on peut bien aimer les enseignants, en avoir une bonne image, mais pour autant pas avoir envie de le devenir, parce que l'image qui est renvoyée par la société, par les médias, par le discours politique, lui, est particulièrement inattractif. D'accord. Donc par rapport à ce prof bashing, on va revenir sur les conditions d'exercice du métier avec vous, Pierre Perrier. Je précise juste que ceux qui souhaitent poser des questions dans la salle, on va accorder un temps aux questions et vous pouvez aussi poser des questions en ligne, sur ces différents points. Je laisse cette question, cet écart entre l'image du métier, ce prof bashing, les conditions d'exercice, elles se corsent sur le terrain. Les professeurs le vivent moins bien aujourd'hui. Oui, et alors, la question des conditions d'exercice, elle commence avec, justement, on y revient, de l'affectation, parce que le métier d'enseignant, il est
territorialisé. Alors dans le premier degré, c'est évident, puisqu'on l'a dit, c'est académique, et dans le secondaire, c'est national. Mais il faut savoir qu'un enseignant sur 2 du secondaire est affecté dans une académie autre que son académie d'origine. Et il est affecté sur des académies dites déficitaires. Là où, on le sait, les conditions d'exercice, les postes sont plus difficiles, où on a une surreprésentation de jeunes enseignants, avec un turnover, une rotation des équipes très très importante. Donc il y a beaucoup d'instabilité. Au-delà de la professionnalité qui se construit, il y a de l'instabilité dans ces contextes. Et donc, en termes de conditions d'exercice, vous voyez, c'est inégalement distribué sur l'ensemble du territoire, et c'est plus difficile, plus exigeant pour ceux-là même qui débutent dans le métier. Donc on a une situation assez paradoxale quand même, puisqu'on pourrait penser que les enseignants avec de l'expérience du métier, comme on dit, vont peut-être mieux faire face, notamment aux enjeux de discipline de la classe. C'est ce que montrent les études sur les effets enseignants, parce que ils ont appris des techniques, des stratégies pour tenir la classe que les enseignants débutants vont découvrir. Donc ça commence avec l'affectation, et les candidats potentiels en sont conscients. Raison pour laquelle, effectivement, on souhaite rester dans son académie, ou on ne veut pas payer ce que j'appelle les coûts d'entrée dans le métier, qui sont quand même très lourds, des coûts directs en termes de mobilité, en termes de transport, en termes de logement, et des coûts induits par le fait qu'effectivement, on va avoir des conditions d'exercice qui sont quand même très inégales selon les territoires. Donc il y a cette dimension qui déjà crée des inégalités en termes de conditions d'exercice. Ensuite, sur le métier lui-même, effectivement, c'est ce qu'on comprend à la fois dans les représentations du métier que se font des candidats potentiels, mais ces représentations, elles sont quand même fondées sur les enseignants que les élèves que l'on a été ont côtoyés pendant de longues années. Donc c'est quand même de métiers qu'on connaît, qu'on croit le plus connaître pour l'avoir côtoyé en tant qu'élève. Donc ça crée parfois des biais d'ailleurs, cette préconnaissance, on va dire, de la réalité du métier. Donc un métier un petit peu préconstruit dans les représentations des candidats potentiels, où ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est plus difficile d'asseoir son autorité, c'est plus difficile d'intéresser les élèves au savoir pour lesquels soi-même on est passionné. Parce qu'en fait, les enseignants, notamment dans le secondaire, viennent dans le métier par le biais des savoirs. Ce qui les intéresse, c'est de faire de l'économie, c'est de faire des mathématiques, c'est de faire de l'anglais avec leurs élèves. Et puis parfois, ils sont un peu déçus par rapport à l'écho que ça trouve auprès des élèves dans la classe. Donc le rapport au savoir des élèves, il a changé. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Le savoir lui-même, et le savoir scolaire en particulier, n'a plus le même statut dans la société. Donc ce qui fait que la transmission est rendue plus difficile dans la classe. Et il y a des enseignants qui doivent donc du coup ajuster, moduler ce qu'ils vont transmettre pour tenir compte des élèves réels, comme on dit, c'est-à-dire tels qu'ils sont, avec leur appétence très inégale pour les savoirs. Il y a une part de gestion de classe qui devient importante par rapport à la question de la transmission des savoirs, et aussi cette question que le savoir est disponible en ligne aujourd'hui à tout moment, et qu'il faut réhabiliter la place du prof. Il y a l'illusion que le savoir est accessible par d'autres moyens que par celui de la transmission dans la classe, qui pose d'ailleurs au passage la question de la pédagogie aussi des enseignants. Le modèle transmissif, à mon avis, il a vécu. Il faut effectivement passer à d'autres modèles. Par exemple, la classe inversée semble apporter des résultats tout à fait intéressants. Alors, il faut regarder ça de plus près, selon les publics, etc. Ouais. Mais juste la classe inversée, c'est l'idée de faire étudier aux élèves d'abord un certain nombre de documents, etc., et ensuite d'être dans une partie plus active en classe. C'est ça. On ne part pas des savoirs constitués, on part de ce que les élèves eux-mêmes peuvent faire ressortir comme question et comme préconnaissance qu'on va les amener à construire comme des savoirs qu'ils vont pouvoir s'approprier. Mais plus fondamentalement, peut-être, ce qui est en jeu, c'est la question finalement de l'autorité symbolique de l'enseignant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente dans la société, qu'est-ce qu'il représente en tant que détenteur des savoirs. Et donc cette autorité, c'est aussi le fait d'une légitimité qui est donnée par l'institution, par ce qu'il représente. Et là, je rejoins la question qui a été soulevée sur les finalités de l'école et sur l'état aussi de l'école. À partir du moment où on dit que l'école est inégalitaire en France, ce qui est vérifié
une école fortement reproductrice. Alors il faut quand même un peu nuancer le tableau, parce qu'on voit quand même des bénéfices en termes de massification, de démocratisation scolaire. C'est pas le sujet, mais il faut on part dans quelque chose de très très vaste. Oui, mais c'est important, parce que je pense que ça touche à la légitimité de l'enseignant. Si vous apparaissez comme un enseignant qui reproduit les inégalités à travers les savoirs que vous dispensez, vous perdez en autorité symbolique. Vous n'êtes pas un enseignant qui s'adresse de façon égale, en donnant les mêmes chances à tous les élèves. Donc cette crise de l'autorité qui se trouve aussi dans la gestion des comportements de la discipline en classe, c'est une crise de légitimité des enseignants. Et donc cette légitimité, elle est adossée à une légitimité d'institution. Donc il faut que l'école elle-même soit légitime pour que ses agents soient renforcés dans leur légitimité et leur autorité face aux élèves. Et donc tout ça va affecter, à mon sens, les conditions d'exercice au quotidien, et c'est un peu ce que décrivent les enseignants. Tout ce que vous nous dites renvoie vraiment, ça fait vraiment écho à ce que disent Bernadette Groison et Johanna Barras, sur le fait que l'enseignant il est représentant aussi d'une institution qui doit retrouver sa légitimité et sa place, d'où l'imbrication des facteurs. Le temps file vraiment, et j'aimerais bien vous entendre, Géraldine Farge. Je pense qu'on ne fera pas 3 tours, on n'en fera que 2. Donc vous êtes intéressée à la concurrence d'autres métiers, parce qu'on voit la légitimité du métier enseignant, elle pose question. À niveau Bac+5 aujourd'hui, les étudiants ont donc d'autres perspectives de carrière. Donc comment se joue cette concurrence? Qu'est-ce que vous vouliez partager avec nous? Oui, alors il faut ici entendre concurrence comme les différents choix possibles qui se présentent à des diplômés. Donc on l'a dit tout à l'heure, les enseignants aujourd'hui sont de plus en plus diplômés. Déjà, ça pose... on a très envie tous, je crois, d'ouvrir ce sujet des inégalités. Bien sûr. D'allonger le temps d'études requis pour devenir enseignant, ça crée aussi des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui ne peuvent pas financièrement atteindre le Bac+5, ou qui, pour des raisons aussi sociologiques qui ont été assez bien étudiées, ne souhaitent pas prendre le risque d'aller jusqu'à Bac+5 pour peut-être échouer à un concours et donc ne pas pouvoir valoriser le temps qu'ils ont consacré et l'argent qu'ils ont consacré à leurs études pour ne pas pouvoir les investir dans un métier, celui d'enseignant. C'est cette question du coût là, que vous évoquiez, effectivement, qu'on retrouve. Ils ont une grande conscience de ce coût. Il y a un coût économique et puis il y a un coût individuel, on ne peut pas l'ignorer. Donc derrière la question du temps d'études, il y a ça. Mais bon, pour ceux qui parviennent à remplir les conditions de diplôme requises, qui donc sont allés jusqu'au Bac+5 dans des disciplines où actuellement le marché de l'emploi en général, dans le secteur privé ou dans le secteur public, je parlerai plutôt du secteur privé parce que le secteur public, on l'a dit tout à l'heure, est confronté à une baisse d'attractivité dans plusieurs secteurs. Mais voilà, il y a un certain nombre d'emplois dans le secteur privé où on cherche des candidats, on cherche des étudiants. Donc il y a une concurrence ici. On va venir prendre aux universités un certain vivier d'étudiants qui, à d'autres époques, auraient pu se tourner vers les métiers de l'enseignement, notamment dans les disciplines scientifiques. Juste, vous aviez évoqué les carrières scientifiques. Enfin voilà, on est aussi sur ces métiers-là. Toutes les disciplines de maths, sciences, il va y avoir d'autres perspectives. Ils sont particulièrement touchés. Il y a les maths, il y a les sciences, il y a les langues, il y a les lettres, il y a tous les métiers qui vont concerner autour de la communication. Enfin, il y a énormément de métiers où aujourd'hui il y a des tensions sur le marché du travail. Donc forcément, les salaires sont plus attractifs, mais les salaires, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la seule raison. Souvent, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais souvent les étudiants qui veulent devenir enseignants, ils ont des motivations, on va dire, altruistes, donc ils ont envie d'être avec les élèves, etc. Donc ça entre en compte aussi, mais il va y avoir sur le marché du travail une sorte d'appel avec un certain nombre d'aménagements qui peuvent être proposés, qui vont toucher les conditions de travail, les conditions salariales, les conditions d'emploi et qui vont clairement faire réfléchir. Par rapport à ces conditions d'emploi, je ne sais plus lequel d'entre vous me disait ça, mais alors on évoque souvent la question du temps, que les enseignants auraient plus de temps. Et ce n'est plus si vrai aujourd'hui. C'est vous, Johanna, qui souhaitiez intervenir là-dessus. On vous laisse. Oui, c'est justement dans la dimension de la concurrence. Alors, c'est pas seulement entre le salaire et le sens. Ça joue, bien sûr, c'est un élément important, mais il y a toute une série d'autres... Enfin, les équilibres entre les avantages et les inconvénients, ils se font au sein de toute une série de facteurs. Et la question du temps, elle est déterminante. Le temps, ça veut dire plein de choses, en fait. Le temps, c'est la gestion de son temps.
C'est l'autonomie qu'on a dans l'organisation de son temps. C'est la conciliation de la vie privée et de la vie familiale aussi. C'est la possibilité de plus en plus de travailler chez soi ou pas chez soi. Et donc c'est la question du télétravail. Toutes ces dimensions-là, elles sont derrière la question du temps. Et de ce point de vue-là, le métier d'enseignant, il a perdu assez largement une part de son avantage comparatif. Alors, si je peux me permettre, juste avec toutes les questions de confinement et de télétravail qu'on a vécues aussi, voilà, la donne, elle est bousculée. Exactement. Enfin, notamment, ça a été évoqué, parmi les demandes des jeunes professionnels, la question de l'organisation du temps et la question du télétravail, c'est une question qui est assez fondamentale. Un enseignant, effectivement, il télétravaille de fait, mais chacun le comprend bien. Ça n'est pas du tout la même chose. C'est une contrainte qui est beaucoup plus élevée, finalement, dans l'organisation de son temps, que celle qui peut être aujourd'hui offerte dans d'autres métiers et dans le privé. Donc, voilà. Donc, il y a une partie de ce qui était conçu comme les avantages des enseignants. D'abord, soit qui ne sont pas tant des avantages que ça. On parle souvent des vacances, par exemple. Or, on le sait bien, une bonne partie de ces vacances, d'abord, elles sont absolument indispensables pour gérer la fatigue, pour gérer la difficulté du métier, mais une bonne partie de ces vacances, elles sont consacrées à travailler en réalité. Donc on a aussi des voilà, exactement, 34 jours. Donc il peut y avoir aussi des idées fausses de ce point de vue-là. Parce qu'il y a une préparation des cours, on le redit, tout le monde le sait. Bien sûr, voilà, elle est essentielle. Il y a aussi la gestion aussi du temps passé qui demande une énergie énorme d'être devant la classe, voilà, qui n'est pas toujours prise en compte. Tout à fait. Et juste sur la question de la concurrence avec les privés des niveaux de qualification, ajouter deux dimensions qui me paraissent essentielles. Il y a la question du genre, la question qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre cette idée-là. Pierre, tout à l'heure, a parlé du fait qu'il y avait eu, dans l'histoire du XXe siècle en particulier, de nombreuses crises de recrutement. Oui, on est sur le temps. Juste pour dire que ces crises, elles ont été notamment surmontées par le fait que des femmes rentraient de plus en plus nombreuses sur le marché du travail, étaient de plus en plus diplômées, qu'elles ont alimenté les effectifs enseignants et qu'aujourd'hui, ces femmes diplômées, elles ont d'autres perspectives que celles de devenir enseignants et ça pose évidemment des problèmes de concurrence importants. Il y a différents points là qu'on aurait pu encore aborder. Alors, il y a la question de la formation, il y a aussi la question sur les conditions d'exercice. Il n'y a pas que la violence, etc., entre élèves, il y a aussi des questions qui se posent autrement au niveau des hiérarchies, de la gestion des conflits entre enseignants, leur hiérarchie, et qui est posée aussi par les travaux d'Éric de Barbieux, qui dit que voilà, on est aussi dans des violences entre adultes, pas seulement avec les enfants. Et il y a aussi la question quelles seraient les solutions pour faire répartir toutes ces machines. Cette machine, avant ça, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle, peut-être, sur ces différents points. Oui, allez-y. Il y a un micro qui devrait vous être amené. De toute façon, il faudra un débat de 3 heures ou 4 heures. Bonjour, merci pour votre présentation. Et j'avais une question. Donc, j'ai des amis en fait qui sont à l'INSPE parce que j'étais en histoire, donc il y a beaucoup de gens qui vont se diriger vers le professorat ensuite. Et j'ai beaucoup d'amis du coup qui se sentent assez mal préparés en fait pour enseigner et ça s'est notamment vu dans leur stage où il y a beaucoup de gens qui ont même prévu d'abandonner après leur stage vu que ça s'est plutôt mal passé et qui se plaignent d'un enseignement qui trouvent trop théorique encore. Est-ce que une réforme, enfin je sais que bien sûr il y a des différences entre les INSPE au niveau des programmes et tout ça, mais est-ce qu'une réforme des INSPE ou du programme des INSPE pourrait jouer sur du coup le nombre de candidats qui se présentent finalement au concours ? Alors on y arrive à cette question de la formation, elle vient du public, voilà, et Bernadette Groison, je vous laisse y répondre. Oui, y répondre peut-être pas toute seule, mais en tout cas apporter des éléments. Je crois effectivement que c'est un vrai sujet, cette question de la formation initiale et continue. Et d'ailleurs, dans le rapport du CESE, nous avons 2 préconisations sur ces sujets-là, parce que aujourd'hui, on a besoin d'asseoir et de développer une professionnalité enseignante qui soit réelle. Je crois que vous disiez le métier séduit encore parce que, et finalement, par rapport au salaire, tous ceux qui ont envie de travailler avec des enfants, ils peuvent à la limite faire un peu l'impasse sur d'autres conditions. C'est peut-être encore vrai, mais il faut sortir de cette idée
qu'on serait enseignant simplement parce qu'on aime une matière ou qu'on aime bien les enfants et les jeunes, et que enseigner, c'est un métier qui s'apprend et qui nécessite de développer une réelle professionnalité. Or, les critiques qui remontent sur la formation initiale et sur la formation continue sont effectivement celles que vous évoquez, d'une formation trop théorique, qui ne permet pas assez les allers-retours entre théorie et pratique et les analyses de pratique. On voit beaucoup de jeunes de l'INESP qui arrivent, moi je suis enseignante et j'en vois arriver dans mon école, qui arrivent de l'INESP pour faire un stage, et lorsqu'ils reviennent à l'INESP, les questions qu'ils se sont posées pendant le temps où ils étaient avec nous dans l'école ne seront pas retravaillées, retraitées. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc on a un vrai sujet sur la formation aujourd'hui telle qu'elle est conçue, et dans la formation continue, c'est encore, je termine là-dessus, ça se voit encore plus puisque les enseignants sont dans le métier, ils le disent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on est dans un système beaucoup trop descendant, où on nous impose des formations qui ne correspondent pas à nos besoins individuels de remise à niveau, de questions de gestion de cases, de questions de développement de projet, ou de besoins collectifs sur une école, un établissement, parce qu'on travaille telle idée, tel projet, et on aurait besoin d'eux, et où on fait beaucoup encore de théorie, on nous explique les réformes, les mesures, etc., alors que ça, on peut le faire autrement et ce n'est pas le sujet. Et donc, on a besoin de rénover, de reprendre cette formation pour l'ancrer à la fois sur certaines articulations théorie-pratique, et nous demandons au CESE que les jeunes qui sortent de l'INESP aient une entrée progressive dans le métier, c'est-à-dire des années où on fait encore des allers-retours théorie-pratique et où on a une formation continue construite aussi avec les enseignants. Je termine là-dessus parce que la professionnalité enseignante, c'est aussi considérer les enseignants comme étant à part entière de l'institution. Et que dans l'accompagnement de l'institution, dans la hiérarchie avec les corps d'inspection, etc., ils ne soient pas considérés comme ceux à qui on va dire voilà ce qu'il faut faire, mais à ceux avec qui on va travailler sur ces quoi enseigner, la question de la liberté pédagogique, comment on fait les différentes pédagogies, etc., et qui soient de réels partenaires, de réels acteurs. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans l'institution. Ça crée non seulement un malaise, mais ça crée, au dire de certains travaux, un affaiblissement aussi à un moment possible du niveau d'enseignement dispensé, et les difficultés qui sont évoquées par rapport aux inégalités. Évidemment, l'autorité, elle passe par l'autorité des savoirs, dit la Philippe Mérieux, et voilà, et c'est très important. Non, mais je comprends bien sûr que ce soit important de développer tout ça, mais sur ces questions d'articulation théorie-pratique, est-ce qu'on a bien répondu à votre question? Il y avait aussi une question d'articulation, niveau de recrutement, niveau de formation, ça, Johanna, que vous aviez évoqué, si vous souhaitez dire un mot là-dessus. On a une autre question qui vient d'arriver, qui sera pour vous, Johanna, sur à quoi tient le fonctionnaire bashing qui serait opéré dans une partie des discours médiatiques et politiques. Nous avons 5 minutes. Qui souhaite finalement... Non, juste sur niveau de formation, niveau de recrutement, c'est juste une alerte, c'est pas une réponse. C'est juste non, mais c'est intéressant, rappeler qu'il faut distinguer le moment où on place le concours, qui a un impact très fort sur la question de l'attractivité. Ça a été dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire que mettre le concours 3 ans après les études ou 5 ans après les études, ça change la taille du vivier auquel on peut recourir, et que c'est une autre question que celle de combien de temps on forme les enseignants et jusqu'à quel niveau on les emmène. Voilà. Et donc, il n'y a pas de préconisation derrière ou d'idée derrière, juste rappeler cette distinction-là, qui est importante, parce que souvent on confond. On peut avoir des enseignants Bac+5 qui ne sont pas recrutés à Bac+5. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Il faut bien l'avoir en tête si on cherche des solutions dans la réorganisation du recrutement et de la formation. Et donc ça rejoint ce que dit Bernadette sur la nécessité de repenser le temps de formation pour accompagner plus longtemps. Alors, à quoi tient le fonctionnaire bashing? C'est une question très politique, c'est un petit peu compliqué, mais si on le regarde, il y a un historien très intéressant de ce point de vue-là à lire, que je vous engage à regarder, qui s'appelle Émilien Ruiz, et qui a beaucoup travaillé sur la question du nombre de fonctionnaires, et qui montre que, en fait, dans l'histoire du XXe siècle notamment, mais même avant, en fait, depuis que la fonction publique existe, la question du nombre de fonctionnaires s'est toujours posée, et on a toujours trouvé qu'il y en avait trop.
d'une manière ou d'une autre, politiquement. Ça a toujours été un discours politique fort. Et donc ce discours sur le fait qu'il y a trop de fonctionnaires, il est vraiment inscrit longuement dans l'histoire. Mais c'est que très récemment qu'on s'est rendu compte que ce discours-là, en fait, il pouvait avoir un impact sur l'envie des gens d'être fonctionnaires ou pas. Alors évidemment, quand il n'y a effectivement pas de problème de recrutement ou qu'on cherche à diminuer les effectifs, démotiver des gens d'aller dans cette carrière, ça peut être un objectif compréhensible. Quand on est dans la situation inverse où on n'arrive pas à pourvoir les postes qu'on ouvre, on peut se demander si tout ça est bien de bonne loi. Et je souligne là-dessus qu'un certain nombre de ministres de la transformation publique de ce gouvernement l'ont rappelé eux-mêmes et ont fait très directement le lien. Amélie de Montchalin, par exemple, il y a quelques années, a bien rappelé que les questions d'attractivité, elles s'inscrivaient aussi dans la nécessité pour les pouvoirs publics d'avoir un discours plus positif et plus encourageant au recrutement des fonctionnaires. Géraldine Farge, Pierre Perrier, par rapport à ces différentes questions, est-ce que vous avez un petit mot à ajouter? Pendant ce temps-là, voir s'il y a d'autres questions dans la salle. Je voulais juste réagir sur la question sur la formation et la place de la théorie dans la formation, juste pour dire que c'est une question très ancienne à laquelle il est en fait difficile de répondre parce qu'elle s'intègre dans l'histoire des groupes professionnels, la place de la formation. Et quand on parle de la place de la théorie, la place de la formation, puis la place de la théorie dans la formation, avec cette idée que les métiers de l'enseignement, et là je rejoins tout à fait Bernadette Groison, pourraient être exercés sans formation finalement, parce qu'il suffirait d'avoir des compétences issues de son expérience de vie qui suffiraient à être ou pas un bon enseignant. Voilà. Et donc ça, c'est remis en question, mais la manière dont c'est remis en question et qu'est-ce qu'il faut apprendre pour pouvoir enseigner, c'est un sujet de débat récurrent. Et quand on dit théorie, il peut y avoir la théorie au sens... on va faire des cours disciplinaires très approfondis, comme si tous les enseignants devaient tous être des agrégés experts de leur discipline, etc. Mais la théorie, c'est aussi la théorie de la pédagogie, de la didactique, de l'enseignement des disciplines, avec un côté beaucoup plus appliqué, ou la psychologie de l'enfant, la sociologie, les inégalités, etc., avec un côté beaucoup plus directement ancré dans le métier. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que quand on dit théorie, en fait, derrière, il y a quand même pas mal de choses, et il y a sans doute beaucoup de choses qui sont très directement utiles à la mise en application dans le métier. Voilà. Juste un mot, on a une autre question qui va arriver en 10 secondes. 10 secondes, Ouais. Ça y est, elles sont écoulées. Non, juste en deux mots, avec deux chiffres déjà pour commencer. Oui. C'est-à-dire, le premier chiffre, c'est quand même qu'on n'en a pas parlé, mais les démissions qui restent très minoritaires dans le système éducatif, néanmoins, elles ont progressé en premier lieu chez les stagiaires et néo-titulaires. D'accord ? Donc, c'est là à quel niveau est-ce qu'elle se situe ? Donc, c'est-à-dire à l'entrée dans le métier. Oui. Il y a un choc de la réalité, comme on dit, et c'est à ce moment-là que ça se produit. D'où la question, effectivement, de est-ce qu'on est préparé au métier. Alors, je pense que la formation, on est bien préparé au concours, mais on n'est pas bien préparé au métier. Et le deuxième chiffre, c'est celui qui est produit par l'OCDE régulièrement, qui montre que les enseignants français ont plutôt moins de temps de formation et surtout ont des formations qu'ils estiment peu adaptées à leurs besoins. Donc, il y a une question aussi de qualité de formation et de formation tout au long de la carrière. Parce qu'il me semble que la formation initiale dont on parle beaucoup, et peut-être trop parfois, elle est nécessaire de moins en moins suffisante pour répondre à toutes les demandes, à tous les besoins qui vont émerger au fil de la carrière des enseignants. Oui, avec un monde qui bouge sans cesse et auquel il faut se réadapter. Des changements accélérés, une porosité plus grande entre la société et l'école qui se retrouve dans la classe et donc dans le quotidien du métier d'enseignant. Donc il faut le prendre en compte, quoi. Donc la formation, c'est pas une fois pour toutes, on est formé pour le métier, c'est quelque chose qui doit être davantage accompagné tout au long de la carrière. Juste sur le niveau de démission, je me suis peut-être mal exprimée, en fait, sur un ordre de grandeur, de pourcentage ou de nombre de démissions en tant que tel, quand vous dites que ça a augmenté, enfin, on est sur des chiffres qui augmentent beaucoup, mais qui restent quand même assez modestes. On est sur quelques pourcents, donc c'est très très peu de choses, les démissions. Alors elles ont un peu augmenté aussi avec les ruptures conventionnelles, donc ça a un petit peu élargi le taux de démission, mais ça reste extrêmement minoritaire. Mais je crois que le fait majeur, c'est surtout que ça se produit au tout début. D'ailleurs, en fait, on s'est trompé de métier. Et quand on découvre le métier réel, c'est pas ce à quoi on s'était préparé. Voilà. Juste, on prend la dernière question dans la salle. On vous écoute.
Alors bonjour, moi je m'appelle Anas et j'aurais une question. Je voudrais savoir dans quelle mesure les perspectives d'évolution de carrière peuvent influencer l'attractivité du métier d'enseignant. C'est plus concernant l'attractivité du métier d'enseignant, je veux savoir ça. Je me permets juste de répondre très vite. Oui. Vous avez tout à fait raison de pointer cet enjeu, c'est-à-dire non seulement les salaires sont faibles en début de carrière, mais il le reste très longtemps. Il faut vraiment atteindre la fin de carrière avec une progression sur des échelons supérieurs pour avoir une sorte de rattrapage, si vous voulez, par rapport à ce qu'on n'aura pas eu sur les décennies qui auront précédé. Mais effectivement, c'est un enjeu, d'où un résultat très fort dans une enquête qu'on est en train de mener avec le CNESCO nouvelle formule, c'est qu'en fait, on se projette beaucoup moins sur le long terme dans la carrière aujourd'hui. On se dit, on va faire enseignant pendant quelques années, voilà, c'est une partie de ma carrière, mais c'est sans doute pas toute ma carrière. Donc l'idée qu'on fait ce métier à vie avec voilà, une progression satisfaisante, je crois que là aussi, c'est une idée qui est un petit peu abîmée et qu'aujourd'hui, on va dire, on va faire enseignant pendant quelques années, mais pas durablement. Écoutez, je vous remercie tous. On vous aurait tous écouté encore bien longtemps, mais malheureusement, voilà, on me fait signe qu'il y a une autre session qui va arriver. Merci beaucoup pour toutes ces explications.